Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio. Comme tous les lundis soirs, on va passer ensemble l'actualité du football européen en revue. Ce soir, effectivement, on va aborder différents sujets. On a eu un week-end de foot européen plein, qui n'est pas terminé d'ailleurs, surtout en Serie A. Pourquoi ? Parce que le dimanche de Pâques étant sacré en Italie, il n'y a pas eu du tout de match. Ce qui fait que ça va commencer... aujourd'hui, il y avait toute une partie de la journée de Serie A qui se jouait. Quelques matchs aussi dans les autres championnats européens ce soir, mais essentiellement de la Serie A. Aujourd'hui, on a eu un super week-end de football avec des matchs, des très très gros chocs à tous les niveaux. Comme d'habitude, j'ai dû choisir 3 sujets. J'ai envie qu'on parle ce soir d'Arsenal, parce que bien sûr Arsenal se déplaçait à Manchester City et ils ont fait un match nul 0-0. Alors d'aucuns vont dire que c'était embêtant, etc. Justement, on va en discuter. Moi, j'ai appelé ça Arsenal a compris. donc voilà. Écoutez, je vais vous donner mon avis et puis vous me donnerez le vôtre aussi. Ensuite, on va passer en Serie A parce que la Juve a encore perdu contre la Lazio. 1-0 à la dernière seconde, c'était vraiment le dernier ballon, centre de Guendouzi, but de Maruzic, et la Juve qui perd 1-0. Pour le premier match de Tudor, un ancien de la Juve, bref, il y avait beaucoup d'histoires à raconter, donc on va en parler un petit peu. Ça n'empêche que la Juve a pris 7 points sur les 9 derniers matchs, donc 3 x 9, 27. Donc ça fait vraiment très très peu de points. C'est d'ailleurs pour ça que le Milan est 6 points devant à la deuxième place. Donc on va en parler un petit peu. Et enfin, on va parler... alors j'ai parlé du Bayern en disant le Bayern lâche prise parce qu'il y avait Der Klassiker ce week-end en Bundesliga. Et il y avait aussi encore une fois un match à rebondissement du côté de Leverkusen. Donc voilà, donc on va en parler un petit peu pour voir si le titre est définitivement joué en Bundesliga ou pas. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques déjà. Donc voilà, j'espère que vous avez profité de votre journée aujourd'hui, même si le temps était pas terrible. Mais bon, ça fait toujours du bien d'avoir un grand week-end en plein milieu de l'année, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Bonsoir au JCRM. T'as passé un super week-end de Pâques, de foot. Bravo. Belle victoire de la Juve contre la Lazio et un Marseille conquérant contre Paris. J'ai adoré. Donc toi, tu vis dans le métavers. C'est ça. tu es en train de... C'est le... Ouais, ok, d'accord. Non, pas de souci. Il y a pas de problème. Je comprends qu'à un moment donné, tu puisses te mettre dans le déni quand t'as autant de défaites, surtout que il me semble que Chelsea a pas été brillant non plus ce week-end, il me semble. Ils ont fait match nul 2-2, je crois, avec 2 buts de Palmer. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Le Real hier. Non, mais le Real, ça va. Enfin, ça va parce qu'ils sont premiers de la Liga, tout ça. On verra contre Manchester City. Donc oui, contre Burnley, Chelsea, absolument 2-2. 2 buts de Cole Palmer, dont un sur penalty. Je crois qu'il met une belle panenka. Je crois que c'est à peu près pas le seul joueur, mais c'est un vrai bon joueur. C'est un vrai bon joueur, Palmer, je pense. Donc voilà, là, il performe vraiment bien avec Chelsea. Allez, on va commencer justement par la première ligue. On parlait de Chelsea un petit peu. On va parler d'autres équipes, si vous avez envie d'en parler. Mais Arsenal a compris. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? Parce que c'est vrai que l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, ils sont allés se déplacer à Manchester City, plein d'ambition. Ils étaient premiers du championnat. Ils avaient envie de jouer. Ils avaient envie de montrer à tout le monde que c'était les meilleurs et qu'ils pouvaient gagner. Résultat, ça s'est très très mal passé. Et effectivement, Arsenal a perdu le titre. Cette année, Arsenal y est allé avec beaucoup moins d'ambition, en se disant c'est nous qui sommes devant. Donc à l'époque, ils étaient premiers. Bon, on va voir que ça a un peu changé. C'est nous qui sommes premiers. C'est plutôt à Manchester City de prouver quelque chose. Et effectivement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, plus exactement, Manchester City n'a pas réussi à se défaire de l'excellente défense d'Arsenal. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, je pense que l'arbitrage a été quand même relativement, on va dire, plein de mansuétude avec Arsenal.
Je pense alors, il n'y a pas de scandale, c'est-à-dire il n'y a pas un carton rouge qui a été oublié, etc. Mais je pense qu'il y aurait pu y avoir des cartons jaunes beaucoup plus tôt dans le match, ce qui fait que ça aurait probablement changé un peu la façon de défendre, en particulier de Gabriel, hein, parce que Gabriel a été très très agressif sur Erling Haaland, donc voilà, et même aussi de Saliba qui a été quand même très très physique. Il y a beaucoup de milieux de terrain et de défenseurs, surtout les deux défenseurs centraux en fait, qui ont été très 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 agressifs pendant ce match-là. Alors c'est bien, moi je trouve ça bien, c'est bien, mais il y a un moment donné en première mi-temps ils auraient dû prendre des jaunes. Et ça aurait probablement changé, en tous les cas, leur façon de défendre. Pas forcément le résultat, mais c'est vrai qu'ils ont été très agressifs jusqu'au bout, parce que finalement, en fait, l'arbitre les a laissés jouer comme ça. Donc voilà, bon, ça n'a pas été un super match. Moi, ça ne me dérange pas, les matchs tactiques. Alors, il y a OJCRM qui dit « Quelle purge ce match, j'ai pas eu le courage de voir la deuxième mi-temps, un choc qui a fait pchit ». Oui et non, moi je comprends. C'est sûr que c'est pas le football champagne que la Première Ligue a l'habitude de nous offrir, avec des équipes qui sont un peu des poulets sans tête, qui courent sur le terrain. Et on a l'impression que c'est deux boxeurs qui ont les yeux bandés. Là, c'était plutôt un vrai duel tactique, avec une attitude vraiment assumée d'Arsenal de défendre et d'essayer de contrer. Ils ont failli ils ont eu les occasions pour la mettre au fond. Il y a eu 2-3 comptes qui ont mal été gérés, en particulier celui de Trossard, où finalement il y a Martinelli qui est tout seul au deuxième poteau, et au lieu de passer en une, parce qu'en fait c'était contrôle-passe qu'il fallait faire au deuxième poteau, et en fait il retouche la balle une deuxième fois, et c'est fini. Le défenseur est sur la ligne de passe, ce qui fait qu'il est obligé de frapper, il frappe du gauche, bon bref, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques situations de compte qui ont mal été négociées par Arsenal, et après Manchester City a été vraiment inoffensif. Erling Haaland a été très très bien pris par Gabriel et Saliba. Bon voilà, probablement que, je le dis, ils auraient dû prendre des jaunes beaucoup plus tôt. Mais bon, on voit encore toutes les limites de Erling Haaland. Je voyais un journaliste c'est pas un journaliste, c'est un consultant italien sur X, qui est sur Mediasport, qui dit Erling Haaland est le meilleur finisseur devant les cages, mais dans le jeu, c'est pour lui, et je suis pas loin de penser la même chose. Pour lui, dans le jeu, c'est un joueur de deuxième division. Et je pense sincèrement que c'est ça. Quand son équipe n'arrive pas à mettre la balle dans la surface dans de bonnes conditions, ce mec, tu joues à 10 en fait. Donc c'est vrai que dans la surface, quand il a la balle et qu'il doit faire un contrôle, une frappe, probablement c'est le meilleur à l'heure actuelle. Mais tout le reste c'est nul, quoi, en fait. C'est vraiment naze. C'est-à-dire mauvais contrôle, mauvaise passe, mauvaise qualité de tout, vision du jeu, tout ce que tu veux, tout est naze. Et je m'amusais aussi à regarder l'échauffement, les taureaux que Manchester City fait avant l'entraînement, avant le match. Et Erling Haaland, le gars perd la balle 100% du temps. Ils le mettent même pas au milieu, en fait. C'est-à-dire que quand il perd la balle, il va pas au milieu. Je sais pas si vous pouvez retrouver cette vidéo sur les réseaux sociaux, mais elle est édifiante sur sa qualité de passe et sa qualité technique comparée à ses collègues, parce que quand tu vois ses collègues, c'est n'importe quoi. Lui, en fait, il sait pas faire une passe à 2 mètres. Donc c'est très compliqué enfin bon, bref, il a d'énormes qualités. Il a aussi d'énormes points faibles dans son jeu, et c'est vrai que dès que tu n'es pas en pleine possession du jeu, en fait, il sert à rien. Il sert strictement à rien, et là, en fait, parce que il joue même pas de son physique pour être un appui pour ses autres coéquipiers, en fait. Quand il est bloqué comme ça, il se dit pas, tiens, je vais décrocher, je vais servir d'appui, je vais utiliser mon physique et tout. Non, il reste dans la surface à essayer de marquer, et c'est complètement stérile. Je parle de Erling Haaland, tu dis au JCRM, tu me demandes de qui tu parles, je parle d'Erling Haaland. Vraiment, il est... voilà. Et c'est vrai que cette réflexion d'un consultant de Mediasport qui disait Erling Haaland est un joueur de Division 2
tant qu'il est pas dans la surface, bah ouais, je pense que c'est le cas. Donc voilà. Salut Kifkoni, ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Okotonujo, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. Oui, effectivement, donc voilà, ouais, on a vu un match très tactique. Après, voilà, Arsenal aurait pu le gagner 1-0, ils ont eu les occasions. Manchester City a eu beaucoup d'occasions, mais Raya a fait un bon match, les deux défenseurs centraux ont fait un beau match, donc bon, finalement le match nul est vraiment... je pense, équitable et représentatif du match qu'on a vu, qui était un match très fermé, c'est clair. C'était pas le meilleur match de l'année, mais c'était intéressant de voir un Arsenal qui assume le fait d'aller chercher un résultat sur la pelouse de City, ce qui est quand même pas mal, quoi. Et en l'occurrence, sur les deux matchs, Manchester City n'a pas réussi à gagner contre Arsenal. Donc ça, c'est déterminant pour la quête d'un titre. Et c'est en ça que je dis Arsenal a compris, c'est que en fait, c'est bien beau de gagner 5-0 contre Burnley, mais si tu ne gagnes pas contre les adversaires qui sont ceux qui sont tes concurrents, ou en tous les cas, si tu perds contre eux, bah, en fait, tu gagneras jamais un titre. Donc voilà, donc ils y sont allés, je pense. Voilà, avec une idée de jeu, ils l'ont respecté, ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire prendre un point à l'Emirates, ce qui est pas, au City Stadium, ce qui est pas du tout fréquent en première ligue. Donc voilà, c'était plutôt pas mal joué. Au JCRM, c'est un vrai neuf à l'ancienne Haaland, il est pas né dans la bonne époque. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, hein, t'as tout à fait raison. Hein. Dans les années 90, il aurait fait un malheur, mais vraiment un malheur. Donc voilà, vraiment. Voilà un petit peu pour Arsenal. Après, bah à côté, Liverpool jouait, et puis Liverpool encore mené au score. Hein, je crois que c'est le 7e match depuis le début de saison où ils sont menés au score qu'ils remportent. Donc ils ont l'habitude d'être menés au score. C'est vrai que c'est une équipe un peu à réaction, Liverpool, dans cette première ligue 2023-2024, et ils sont allés gagner 2-1. Et donc, avec un but de Mohamed Salah, le deuxième, et c'est vrai que ils prennent la tête du championnat, ils prennent 2 points d'avance sur Arsenal. Donc plutôt bonne affaire pour Liverpool. Après, c'est bien, c'est une bonne affaire, mais ils jouaient contre une petite équipe. Arsenal est allé prendre un point à Manchester City. Il me semble que Liverpool va rencontrer Manchester City d'ici la fin de saison. Donc voilà. Ça, on verra à ce moment-là. Je suis pas vraiment sûr de ce que je vous dis, mais il est probable qu'il les rencontre d'ici la fin de saison. Donc il faudra aussi que Liverpool réussisse à prendre un point. S'ils veulent confirmer la bonne opération qu'ils ont fait hier soir, pardon. En gagnant pendant que Arsenal faisait match nul. Donc on verra bien. On verra bien comment ça va se terminer, mais c'est passionnant. Manchester City, je les trouve quand même moins bien que l'année dernière, par exemple. Ils sont moins dominants, je trouve, au milieu de terrain. En attaque, Doku, c'est moyen. Grealish ne joue plus, et quand il rentre, c'est un peu stérile. Bernardo Silva essaye de se multiplier, c'est-à-dire il est partout sur le terrain, mais ça en devient un peu bizarre. Kevin De Bruyne, je pense aussi, vit un peu le contre-coup de sa très très grande blessure, enfin très très grande, je veux dire très très longue blessure, parce que quand tu reviens d'une très longue blessure, je pense qu'on l'a tous vécu, joueurs de foot amateurs et joueurs professionnels, c'est la même chose, je pense que vous l'avez déjà vu, mais il y a beaucoup de joueurs qui juste après leur blessure sont ultra performants, parce que les gars ont une fraîcheur incroyable, et tout d'un coup le rythme des matchs qui s'enchaînent, le corps est plus habitué à les encaisser, et au bout de 2-3 semaines, tu as une baisse de forme qui va durer quelques mois, et où c'est là où c'est très compliqué en fait, parce que t'es plus blessé, mais tu as un problème de rythme, parce que ça fait 1 an que t'as pas joué, et que enchaîner un match tous les 3 jours, en fait ton corps est plus habitué. En revanche, les 2-3 premiers matchs, t'es au top, quoi. T'as beaucoup de fraîcheur et tout, et c'est un peu ce qui est arrivé à Kevin De Bruyne. De Bruyne, quand il est rentré, là on l'a vu, premier match, il rentre, 2 passes décisives, 1 but, je crois, enfin bref, il est ultra chaud, les matchs suivants aussi, et là tout d'un coup ça commence à s'éteindre un petit peu,
Voilà. C'est pas, moi je trouve que en plus Erling Haaland a été blessé quand même très longtemps aussi dans la saison, très souvent dans la saison, et ça commence à être fréquent. Hein. Erling Haaland est très souvent blessé, même à Dortmund a été blessé. Après, quand tu vois sa carcasse, son explosivité, etc., tu peux comprendre hein, qu'il soit blessé, c'est pas choquant. Mais c'est vrai que voilà, Manchester City c'est pas aussi bon que ce que ça a pu être l'année dernière. Là, ils avaient beaucoup de blessés, les Stones, etc. Ils avaient une défense un petit peu expérimentale. Donc, Walker. Donc, voilà. Faudra voir comment ils terminent la saison, mais probable. Moi, j'ai trouvé Arsenal, en tous les cas, sur l'ensemble du match, plus en maîtrise, même ils avaient une attitude défensive, on va dire, assumée, plus en maîtrise que Manchester City. Et même sur l'ensemble de la saison, je trouve qu'Arsenal propose plus de choses cette année. Liverpool, encore une fois, je trouve que c'est une équipe un peu miraculée d'être là, premier de la Première Ligue. Je les trouve pas si bons que ça. Après, on verra bien. Hein, si Milan et Liverpool passent, je vais ravaler ma salive parce que bref. Donc ouais, je sais pas si on les croise en Europa League, je veux dire, mais je les trouve pas si forts que ça en fait, Liverpool. Mais bon, après voilà, je sais pas. On verra comment ça se termine. Au JCRM qui dit non, Liverpool, il aurait Sheffield à jouer à United, Crystal Palace, jouer à Fulham, jouer à Everton, jouer à West Ham, Tottenham, Aston Villa et les Wolves à Anfield pour la dernière de Klopp. Ok, donc eux, ils ont plus personne à jouer en fait. Ça, c'est bien, ça. Enfin, à part Tottenham, qui va jouer une place en Ligue des Champions, et United aussi, peut-être, mais c'est pas des très gros calibres, hein, Tottenham et United. Donc ouais, ils sont, voilà, écoute, ils ont passé tous les écueils, et ils sont premiers du championnat, donc c'est plutôt pas mal. Attention à Fulham et West Ham. Oui, c'est vrai, c'est vrai que West Ham est une équipe très surprenante qui joue pas mal. Aston Villa aussi, bien sûr. L'Aston Villa de l'ancien Emery, Unai Emery. Donc oui, effectivement, il y a des équipes, on va dire, pas mauvaise, mais il y a quand même plus Manchester City et Arsenal. Donc ce qui est quand même un avantage, on va dire, même si effectivement Fulham, ça joue plutôt bien, ou Everton joue la relégation, donc ils sont motivés. West Ham a une très bonne équipe, ils sont juste un petit peu irréguliers, mais de temps en temps ils peuvent sortir des matchs de ouf. Tottenham c'est solide, Aston Villa c'est très solide aussi, et ça joue la 4e place. Donc non, c'est pas simple de toute façon. Première Ligue, il n'y a pas de calendrier très simple. Hein. Franchement, tu as peut-être 2-3 équipes qui sont un peu vraiment moins bonnes. Et encore, Luton, tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup d'équipes qui galèrent pour les battre. Donc voilà. Donc ouais, t'as toujours des bonnes équipes en Première Ligue, mais c'est quand même mieux de pas rencontrer les 2 premiers, quoi. Enfin, ceux qui sont derrière toi, plutôt le 2e et le 3e. Donc voilà. On verra, écoute, on verra bien. Et puis, d'ailleurs, oui, il y a quand même United, parce que là, ils jouent Sheffield en milieu de semaine, hein, parce que là, il y a une journée de Première Ligue en milieu de semaine, et il y a le Derby d'Angleterre, 2e édition de cette année, enfin 3e d'ailleurs, parce qu'il y avait eu le match aller aussi, 3e édition, après le match de Cup qui était complètement dingo, qui va se jouer le week-end prochain. Donc ça va être intéressant, parce que c'est un United qui est plutôt dans une bonne forme, pas une super mauvaise forme, mais bon. Par contre, Tottenham doit encore jouer contre les 3. Tottenham, ils sont pas bien. Après, Tottenham, ça peut être le juge arbitre de ce triptyque. Hein. Ça, c'est possible. Hein. S'ils arrivent à accrocher une ou 2 équipes sur les 3, c'est peut-être eux qui vont décider de la Première Ligue. Ça, c'est possible. Donc voilà. Bon, en tous les cas, Tottenham, tu vois, on savait pas trop si c'était Tottenham qui gagnait jamais un titre ou si c'était Harry Kane qui gagnait jamais un titre. Bon, on va en parler un petit peu plus tard, mais maintenant on sait quel était le problème. Donc voilà, peut-être que Tottenham l'année prochaine, ils vont peut-être s'accrocher un titre, hein, on va savoir, maintenant que le chat noir est parti. donc voilà. Il y a un United Arsenal en avant-dernière journée qui peut être pas mal, ouais. Oui, c'est vrai, ça peut être chaud pour Arsenal, je suis d'accord avec toi.
Effectivement, surtout si United a une place à jouer sur la fin de saison. Ça, c'est possible. Et puis Arsenal, ils sont aussi en Ligue des Champions. Hein. Donc, on verra comment ça se passe, parce que bon, ils ont pris le Bayern, mais c'est... voilà. On verra. S'ils passent les tours, est-ce qu'ils ont... Pareil, ils vont avoir un problème d'expérience. Faire une demi-finale de Champions League s'ils passent le Bayern. Et en plus jouer le titre en même temps, les joueurs qui composent l'équipe de Arsenal, il y en a peu qui ont fait ce genre de choses. Donc voilà, c'est ça aussi une donnée à prendre en compte. Bref, voilà pour la première ligue. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, mais sinon c'était quand même une bonne journée intéressante de par le choc au sommet. Et puis là, on va avoir de la première ligue mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Bref, il va y avoir de la première ligue toute la semaine quasi, excepté ce soir, je crois. Donc voilà, donc ça va être intéressant. Ce soir et vendredi, je pense qu'il y a pas de match. Donc voilà, on va passer à la Serie A. Pourquoi ? Parce que la Juve de Allegri, en gros, hein, le miracle Allegri, on a l'impression qu'il s'est arrêté. Déjà, je vous l'ai souvent partagé ici, et puis on en a discuté très souvent ensemble. C'était une énigme pour moi que la Juve soit si haute dans le championnat d'Italie cette année. L'année dernière aussi, d'ailleurs, je trouvais ça bizarre. Ça joue ultra mal, il y a aucune tactique offensive. Ils ont des joueurs plus ou moins talentueux, mais il y a pas de fond de jeu, il y a rien du tout. Ils ont trois, j'en parlais, je crois il y a 2 semaines, les 3 milieux ou la semaine dernière, je me souviens plus, mais les 3 milieux de terrain qu'ils ont, c'est 3 milieux relayeurs, pas du tout créatifs. Il n'y a pas vraiment de sentinelle, il n'y a pas vraiment de milieu, de meneur de jeu, on va dire, dans ces 3 milieux de terrain. Donc c'est très compliqué de jouer comme ça. Locatelli se prend pour... D'ailleurs, je voudrais revenir sur Locatelli, il m'énerve profondément. Alors bon, je dois vous avouer que le fait qu'il soit passé du centre de formation du Milan à la Juve en clamant que c'était son club de cœur, etc., j'avoue que ça m'a un peu courroucé, hein, il faut quand même le dire. Mais c'est pas pour ça, parce que bon, ça encore, t'es pris par le centre de formation qui veut de toi, hein, et effectivement, tu peux être supporter d'un autre club. Ça, y a pas de souci. J'avoue que ça fait en sorte que je le porte pas trop dans mon cœur par défaut, mais le problème, c'est que depuis qu'il a gagné l'Euro et qu'il joue à la Juve, le mec pense que il est sorti de la cuisse de Jupiter. Déjà, il croit que c'est un super joueur, alors que je suis désolé, mais Locatelli, c'est pas un super joueur, c'est un bon joueur, et encore, voilà, c'est pas du tout un Fiori class, hein, on en est très très loin, le gars il se prend pour Pirlo, mais alors, je vous dis, c'est des années-lumière de Pirlo, et en plus, il a une attitude, je trouve, condescendante sur le terrain, qui est insupportable. Moi, il m'énerve profondément, Locatelli, et donc... En plus, quand il est sentinelle dans cette Juve, il pense qu'il doit dicter le tempo, il a des gestes comme si c'était le maestro et tout, mais en fait, que dalle, mais tu fais rien en fait. Tu fais des passes à 2 mètres, en latéral la plupart du temps, il y a quasi aucune passe qui casse des lignes. Quand il jouait à Sassuolo, c'était un peu mieux. Là, depuis qu'il est à la Juve, c'est juste, je fais une passe à gauche, je fais une passe à droite, des fois je fais une passe vers l'avant, mais alors vraiment c'est parce qu'il y a aucun joueur entre lui et moi. Donc c'est vraiment, moi je trouve déjà que Locatelli en sentinelle, c'est éclaté au sol. Puis après, Rabiot, depuis sa grosse blessure, n'est jamais vraiment revenu au niveau qu'il avait, c'est-à-dire qu'il se projette beaucoup moins. McKennie, je sais pas quoi penser de ce joueur, mais en tous les cas, c'est pareil, c'est pas un très bon joueur, c'est juste un joueur moyen. Et c'est voilà. Et puis après, on en est là avec ce milieu de terrain qui est un peu éclaté. Et devant, il y a Vlahovic qui pense qu'il est Ibrahimovic, sauf que c'est Vlahovic. Il y a Chiesa qui est jamais vraiment revenu de sa blessure, de sa rupture des ligaments croisés. Et puis à droite, alors un coup c'est Yildiz, un coup c'est... Ouais, il y a des petits joueurs, ça va, mais il n'y a rien de fou, quoi, en fait. Cambiasso, etc. Mais c'est pas fou. Et ce qui fait que je comprenais pas pourquoi ils étaient là. Et là, tout d'un coup, maintenant, tu vois, tu dois prendre 27 points en 9 matchs et t'en prends 7. Donc ça veut dire que t'en as perdu 20. Milan était peut-être 5 ou 6 points derrière, il se retrouve 6 points devant.
en 9 matchs, en 7 matchs, en 9 matchs, pardon. Donc voilà, donc c'est exactement ça. La Juve est en train de revenir à sa place, et petit à petit, derrière, ça grappille. Hein. Parce que l'Atalanta et Bologne, eux, en revanche, ils ont des rythmes d'Européens. Hein. Et c'est vrai que si ça continue comme ça, je les vois bien sortir des 4. Alors, le problème, c'est que la Serie A, probablement, peut-être, on va voir, ça dépend un peu de la Bundesliga, mais la Serie A va potentiellement, probablement terminer dans les 2 premiers du classement UEFA. Ça fait qu'ils vont avoir 5 places en Champions League. Donc peut-être que la Juve va quand même se retrouver en Champions League grâce à cette 5e place. Mais il faut faire attention quand même, parce que Atalanta et Bologne, c'est très très fort. Et depuis que De Rossi a repris l'AS Roma, attention, hein, c'est très complexe aussi. Hein. Donc voilà. Au JCRM, on est éclaté, la Juve, et notre coach, j'en parle même pas. On a trop de joueurs qui se croient plus bons qu'ils le sont, je suis d'accord avec toi. Et donc tu dois y aller, t'écouteras le reste en replay avec grand plaisir, pas de problème. Bonne soirée, on se revoit sur le podcast. En tous les cas, voilà. Sur ça, moi je trouve que voilà, la Juve maintenant commence à peut-être avoir à regarder derrière. Parce que l'AS Roma, le Bologne et Atalanta, c'est très très fort en cette fin de saison. Ça gagne quasi tous les matchs. Ce soir, l'AS Roma va encore jouer, pas gagner, je sais pas, mais va jouer contre Empoli. Donc là, ça commence à 20h45, je crois. Donc ils peuvent encore reprendre 3 points sur la Juve. Et ce qu'ils ont montré contre la Lazio, une Lazio qui est pas géniale, mais en tous les cas, Tudor a repris en main cette équipe et t'as vu un petit peu plus de dynamisme, etc., etc. Donc la Lazio redevient une équipe un peu en forme. Ça a suffi pour faire plier une Juve, parce que la Lazio a quand même très très peu de talent, hein, comparé à l'effectif de la Juve. Hein. C'est pas fou. Hein. Donc voilà. Moi, je suis pas non plus très serein pour la Juve, et on va voir un petit peu comment ça se passe, mais je suis pas. Voilà. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que je me dis, écoute, au moins, c'est quand même logique maintenant que les Juventini se retrouvent en tous les cas 3e et potentiellement 4e, parce que quand tu vois Bologne jouer encore là, le match qu'ils font cet après-midi, voilà, hein, tu comprends vite que c'est pas du tout le même niveau en fait de football, alors qu'ils ont des joueurs qui sont 4-5 niveaux en dessous que les joueurs de la Juve. Donc tu vois bien que le problème, c'est Allegri, quoi. Et j'espère vraiment que Allegri va s'en aller. D'ailleurs, en parlant de coach, et je voulais le dire encore une fois, et je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je voulais le dire parce qu'en fait, il y a une communauté de tweetos, on va dire, supporters du Milan, qui, je sais pas pourquoi, s'acharnent sur Stefano Pioli. J'ai pas compris pourquoi est-ce que Stefano Pioli était la cible numéro 1 des supporters du Milan, enfin des pseudo-supporters du Milan, parce que pour pas comprendre à ce point-là la place centrale de Stefano Pioli dans les résultats de l'AC Milan de ces dernières années, je pense pas qu'il faut aimer le foot, et donc si t'aimes pas le foot, t'es peut-être pas non plus un tifoso du Milan, mais honnêtement, Stefano Pioli est un excellent coach. Il fait des miracles avec une équipe qui n'est pas si forte que ça. Il a, en 3 ans, gagné un titre de champion d'Italie, était en demi-finale de Ligue des Champions, avec, je le répète toujours, mais Messias Selemakers, et cette année, il est 2e derrière un Inter injouable, et il est encore en quart de finale de Coupe d'Europe. Je suis désolé, mais avec l'équipe qu'on a, que le Milan a, je suis désolé, c'est des excellents résultats. Je ne sais pas si vous avez l'impression, s'il y a des gens, en l'occurrence ces tweetos là, ont l'impression que l'effectif du Milan leur permet de gagner une Coupe d'Europe, de gagner le championnat, de gagner la Coupe, etc., de faire en plus du football Joga Bonito, etc. Non, parce que c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Quelqu'un connaissait Malick Thiaw il y a 2 ans? Personne. Quelqu'un connaissait Kaloulou il y a 3 ans? Personne. Est-ce que Calabria est un défenseur latéral de très haut niveau? Je l'aime beaucoup, je l'adore, c'est notre capitaine. Non, pas du tout. Est-ce que, à gauche, on a le meilleur latéral gauche du monde? Voilà, soit. Je suis d'accord avec vous, ça, il n'y a pas à discuter, c'est soit lui, soit Grimaldo, mais c'est l'un ou l'autre, en tous les cas, c'est un des 2 meilleurs du monde. La défense, dans les cages, on a un excellent goal. Voilà, très très bien. Et après, on a Rafael Leao. En gros, on a 3 joueurs qui sont
hors norme, ça c'est vrai, d'accord, Rafa Leao, Théo Hernandez et Mike Maignan, et après les autres joueurs, c'est des joueurs moyens. Pulisic, je suis désolé, mais Dortmund-Chelsea, c'est pas Eden Hazard, on est bien d'accord. On va prendre Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, c'est un très bon joueur. J'étais sûr qu'il allait réussir à Milan avec Stefano Pioli, mais à Chelsea, c'est quand même pas non plus, je sais pas, Clarence Seedorf. Faut pas délirer. Bennacer, est-ce qu'il y a 4 ans, il y a quelqu'un qui connaissait Bennacer quand ils sont allés le chercher? Non, personne ne connaissait Bennacer. Est-ce qu'il y a, enfin, je veux dire, est-ce que quelqu'un connaissait Reinders l'année dernière? Non, personne connaissait Reinders, etc., etc. On peut faire toute l'équipe. Est-ce que Olivier Giroud, à 37 ans, titulaire d'une équipe qui est en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est normal? Bah non, c'est pas normal. En fait, il surperforme, on est bien d'accord. Donc, voilà, en gros, je pense que Stefano Pioli, si on en est là où on en est, c'est essentiellement grâce à lui. Vraiment, je pense, et aussi au recrutement, parce que c'est quand même des recrutements qui sont bons, mais il arrive à en faire des bons joueurs. Je veux dire, il a fait une demi-finale de Champions League avec Messias et Salemackers aile droite. C'est un miracle, en fait. C'est un truc jamais vu. Je pense que ça n'arrivera plus jamais. Donc, c'est vraiment... voilà, moi, je voulais remettre les choses en place parce que j'espère que Stefano Pioli restera une année supplémentaire. A priori, aujourd'hui, il y avait des rumeurs comme quoi il avait dit qu'il allait s'arrêter. Et je pense que le jour où il va s'en aller, on va comprendre que c'était un excellent entraîneur. Vraiment. Et je pense que l'équipe qui va récupérer Stefano Pioli va être ultra chanceuse parce que c'est un très 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 bon entraîneur. Vraiment, il a fait des miracles avec une équipe qui n'a absolument pas le niveau de ses performances. Donc voilà, il surperforme vraiment. Et je pense que c'est voilà, je voulais juste le dire et remettre l'église au milieu du village. Okotonjo qui dit les résultats sont trop bons même, je trouve. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je suis absolument d'accord avec toi. Là, ces derniers temps, Milan surperforme par rapport à ce qu'ils peuvent faire en fait. Grâce au Milan Lab aussi, je sais pas, parce que des blessures, on en a eu beaucoup, mais ça, on dirait que ça se règle. Donc je pense qu'il y a eu des protocoles qui ont été changés parce qu'il y a eu énormément de blessures musculaires au Milan cette année, en début de saison en particulier. C'est ça qui a un peu plombé la saison et qui fait en sorte que on ait 13 points d'écart avec l'Inter, parce qu'au début de saison, en fait, quasi tous les matchs, il manquait 5 joueurs, quoi. Donc c'est 5 titulaires, je veux dire. Donc c'est compliqué. Voilà, en tous les cas, pour la Serie A, la Juve n'y arrive plus et elle a intérêt à regarder dans le rétroviseur. Bon, l'Inter jouait à 18h, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont probablement gagné, je pense. Eux, bon, bah, ils sont tout seuls dans leur truc, hein. Malheureusement, ils se sont fait sortir de la... Ah non, ils jouent ce soir, pardon, contre Empoli. C'est... Ah bah, tiens, l'AS Roma, vous voyez, a fait 0-0 contre Lecce. Je pensais que c'était l'AS Roma qui jouait contre Empoli ce soir à 20h45. En fait, c'est l'Inter. Et Lecce jouait contre l'AS Roma. Ils ont fait 0-0. Donc, contre-performance quand même pour l'AS Roma aujourd'hui. Voilà. Écoutez, on verra. On verra pour la Juve, ils ont de la chance. On va terminer gentiment avec le Bayer Leverkusen. Okotonjo qui dit, bon, il faut dire qu'ils ont un palmarès à défendre aussi Milan. C'est pas pareil que Udinese ou Fiorentina. On parle quand même d'une équipe majeure du monde. Oui, ça c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que les tifosi sont exigeants. Mais tu peux être exigeant quand tu as une équipe qui est, on va dire, en corrélation avec la grandeur de ton club. Quand tu as une équipe qui est éclatée enfin, elle n'est pas éclatée au sol, c'est une bonne équipe, mais c'est pas une équipe pour gagner la Champions League, ni même le championnat d'Italie. Enfin, c'est compliqué. C'était un miracle en 2021 que le Milan gagne le championnat d'Italie. Enfin, c'était un truc inattendu, et je pense aussi que cette année-là, le Milan a surperformé. Donc, voilà, c'est une équipe qui doit terminer dans les 4 en Italie, et qui doit aller loin dans une Coupe d'Europe. C'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est tout, c'est ce qu'elle fait. Donc, le jour où on aura une équipe à la hauteur du club que le Milan est, alors là, ce sera pas pareil. Là, tu pourras me dire, voilà, ça va pas, c'est pas normal, etc. Pas de souci. Le jour où tu as l'effectif de Manchester City et que tu gagnes pas la Coupe d'Europe chaque année quand tu t'appelles le Milan, il y a un problème. Je suis d'accord avec toi. Et le problème numéro 1, si tu as cet effectif-là, c'est le coach. Je suis d'accord. Mais quand tu as Malik Thio et Kalulu dans ton effectif, il y a un moment donné, et Tomori, pareil à Chelsea, c'est quoi? Il était pas bon à Chelsea. Il est devenu bon à Milan, et encore, c'est un peu on-off, quoi. Il est plus souvent on que off depuis qu'il est à Milan. Mais il a quand même quelques absences encore. Donc, voilà.
faut remettre les choses en place, et en tous les cas, l'entraîneur, je pense pas que ce soit le problème, je pense juste que c'est la stabilité financière de l'équipe qui est en train d'être reconstruite, hein, donc c'est plutôt pas mal, hein. Il parle de 130 millions d'euros d'investissement la saison prochaine, avec une vente probablement d'un gros, et ce sera certainement Mike Maignan. Donc ça arrive, c'est comme ça, l'année dernière c'était Tonali, cette année c'est Maignan, mais Tonali a servi à renforcer considérablement l'équipe. Mike Maignan, j'espère, sera vendu très très cher et servira à renforcer l'équipe. Il n'y a pas de souci, c'est normal, ça s'appelle le foot en 2024. Voilà, c'est plus comme avant avec les Marotta et les Berlusconi qui détenaient les clubs et ils dépensaient. Eux, ils n'avaient pas besoin de vendre, hein, tout ce qu'ils faisaient c'était dépenser. C'est plus comme ça le foot, surtout pas le foot italien en tous les cas. Alors en Angleterre c'est un peu comme ça, mais dans les autres pays c'est pas comme ça. Donc voilà. Donc oui, on va vendre Mike Maignan probablement et derrière. On va racheter 3 bons joueurs, 3 très gros joueurs, et ça va nous faire encore franchir un niveau, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Le Bayern lâche prise. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y avait le Klassiker. Je sais pas si vous l'avez regardé, ce Der Klassiker. Le Bayern accueillait le Borussia Dortmund et a perdu sèchement. Vraiment, en fait, sur l'ensemble du match, c'est totalement mérité de la part du Bayern, du BVB. C'est pas non plus, je veux dire, tu peux pas te dire le BVB ils étaient vraiment au-dessus, ils auraient dû gagner 4-0. Non, pas du tout. C'est pas ça. Mais c'est une victoire logique du BVB. C'est eux qui ont été les plus protagonistes du jeu. Et on a retrouvé en face un Bayern Munich inoffensif, offensivement, je parle, avec des défenseurs très très lents, et le Bayern et le Borussia a joué là-dessus, hein, on le voit sur le premier but de Adeyemi par exemple, mais leur défense centrale ultra lourde de Ligt d'ailleurs, c'est et puis voilà, de toute façon si ça avait été Upamecano, probablement il aurait pris un rouge parce que dès qu'il y a un gros match, de toute façon il fait n'importe quoi. Donc voilà. Je pense que effectivement c'est logique. La victoire du BVB a été totalement logique. Une équipe qui est arrivée et qui s'est dit on joue au foot, on va appuyer là où ça fait mal. Ils avaient un vrai plan tactique, ils l'ont appliqué et en face t'as un Bayern où t'as l'impression que ils peuvent jouer 1000 heures de toute façon. Il y a rien qui se déplace. Alors, il faut mettre un bémol à tout ça. Pourquoi ? Parce que Harry Kane a eu 3 occasions monstrueuses de la tête et les 3 les rate. Donc effectivement, ça aurait pu changer le match, hein, très clairement. Et encore une fois, c'est lui qui, dans un gros match, dans un match décisif, s'effondre un petit peu. Donc il y a un vrai problème Harry Kane. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est un très bon joueur, il a marqué son 32e but, enfin non d'ailleurs il a été refusé pour hors-jeu, mais il aurait pu marquer son 32 hier. Enfin, il a marqué 31 buts donc en Bundesliga et donc tu peux pas dire que c'est pas un bon joueur. Bien sûr que c'est un bon joueur, mais mentalement, dès que le niveau s'élève, il est pas là en fait. Il est pas là. Il a les occasions. Quart de finale de Coupe du Monde contre la France, il a un penalty pour envoyer l'Angleterre en demi-finale. Il est pas là en fait. Il rate son penalty. Il tire à côté. Je sais pas si vous voyez le délire. Là, c'est la même chose. Il a 3 balles de but. Le mec a marqué 31 buts en Bundesliga en 30 journées, ou 29 journées, et même pas, d'ailleurs, 28 journées, un truc comme ça. Et il rate les 3, en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas normal, quoi. Enfin, je veux dire, honnêtement, hein, c'est pas normal. Et effectivement, ça fait 11 ans que le Bayern gagne le titre. 11 années d'affilée. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ils ont l'effectif le meilleur d'Allemagne. Ils signent au Bayern, ils perdent le titre. C'est hallucinant l'impact de Harry Kane sur une équipe. Moi, ça me fait halluciner. Donc voilà, malheureusement, cette année, il va encore pas gagner. Pourquoi ? Parce que le Bayern a encore réussi, le Bayer Leverkusen cette fois-ci, a encore réussi un miracle. Ils étaient menés à la 88e minute 1-0 et finalement ils gagnent 2-1. C'est leur année. Il peut rien leur arriver. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ça fait effectivement depuis la trêve, le Bayer Leverkusen n'est plus du tout le club ultra dominant, etc. de la première partie de saison.
Tous leurs matchs, c'est à l'arrache. C'est à l'arrache.com, tous leurs matchs, le nombre de victoires dans les arrêts de jeu qu'ils ont eu là, ces 7-8 dernières journées, c'est hallucinant, mais c'est leur année. Vous savez, hein, on le sait tous, hein, quand tu as la chance du champion, il peut rien t'arriver. C'est ton année, c'est ton tour, tu vas aller au bout. Et là, ils ont 13 points d'avance sur le Bayern Munich. Je pense que c'est quasi impossible avec la baraka qu'ils ont. Et en plus, ça change pas qu'ils ont de la baraka, mais ils continuent à bien jouer. Hein. C'est-à-dire que c'est juste qu'ils sont beaucoup moins décisifs devant les cages. Et contrairement à la première partie de saison, ce fait qu'ils se créent les occasions, mais ils les mettent pas au fond. Ou en tous les cas, ils se créent les occasions, mais moins net qu'avant, et ils les mettent pas au fond. Et donc, c'est vrai que ça pose pas problème, mais ils ont beaucoup plus de mal à marquer des buts. Et donc voilà. Pourtant, ils arrivent quand même à gagner. Donc, c'est fini. La Bundesliga est terminée. Merci, c'est gentil. Le Bayern a lâché là dans le classiqueur. En plus, Dortmund revient dans les 4 premiers pour la Bundesliga, donc c'est important. Stuttgart s'est troué en plus, donc voilà. Je pense que c'est fini, terminé. Ni Stuttgart, ni le Bayern, ni Dortmund seront suffisamment forts pour aller chercher le Bayer Leverkusen, et le Bayer va gagner son premier titre lors de la première année de Xabi Alonso. Et ça, c'est aussi un autre sujet dont je voulais parler. C'est que Xabi Alonso a annoncé la meilleure décision possible, hein, dans son cas, c'est rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine. Je pense sincèrement que quand tu fais une seule saison professionnelle et que tu gagnes autant la première saison, aller dans un grand club comme le Real, Liverpool, je sais pas, Manchester United, qui étaient, bon, on va dire les 3 grands clubs qui auraient bien aimé l'accueillir. Je pense que c'est ou le Barça, oui, c'est vrai, j'ai oublié le Barça aussi. Je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que en fait, tu sais pas du tout, même toi, hein, en tant que coach, hein, tu sais pas si tu es en surchauffe ou tu as eu de la chance, ou si c'est vraiment parce que tu maîtrises les choses. Et si tu arrives et que ça commence à directement mal se passer dans un grand club, en fait, après, tu fais quoi? Tu as été viré du Real, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir parier sur toi à Liverpool, au Bayern, etc. Tout le monde va se dire « Ah ouais, en fait, c'était de la chance, c'est pas du tout un grand coach. » C'est ça qui va se passer. Donc, il a le bon réflexe de se dire « Allez, je refais une saison avec le Bayer Leverkusen, je joue la Ligue des Champions avec un effectif que je connais, ça me donne de la stabilité, je peux continuer à travailler sans trop de pression. De toute façon, voilà, j'ai été champion avec un club qui n'a jamais été champion. » Donc, je veux dire, j'ai tout le crédit du monde. Toute la saison, il sera tranquille. C'est pas parce qu'il enchaîne 3 défaites qu'on va le virer. Non, on le virera pas. On le gardera jusqu'au bout au Bayern. Donc ça aussi, ça donne de la sérénité. Tu vas au Bayern, je sais pas, au Real. Oui, parce qu'on parlait aussi du Bayern Munich, mais tu vas au Real ou au Bayern, tu enchaînes 3 défaites d'affilée. Tes 3 premiers matchs, tu sautes, hein. Je t'annonce, hein. T'es Xabi Alonso, pas Xabi Alonso, tu sautes direct. Et ça, c'est quelque chose que Xabi Alonso, étant donné qu'il est intelligent, voilà, il a compris et il reste là où il doit rester, c'est-à-dire dans son club. Continuer une deuxième année, voir ce que ça donne aussi de jouer plusieurs compétitions à la fois, parce que là, bon, c'est vrai, il joue l'Europa League, mais la Champions League l'année prochaine, ce sera autre chose, hein, c'est pas le même investissement mental, et donc je pense que c'est important pour Xabi Alonso de se donner de la continuité, pour pouvoir vraiment se prouver à lui-même que c'est pas un hasard s'il a ses résultats cette année, que c'est pas à cause des joueurs, que c'est aussi à cause de lui, grâce à lui plus exactement, et derrière ça lui donnera d'autant plus de crédit dans un grand club, hein. C'est pas ça veut rien dire. Et puis par exemple l'entraîneur qui va reprendre derrière Jürgen Klopp. Je pense que, salut au JCRM, welcome back. Je pense que tout le monde est d'accord pour se dire que de toute façon, il va échouer. Je vois pas comment un entraîneur qui reprend l'équipe de Liverpool avec l'effectif qu'ils ont à l'heure actuelle, qui est pas très bon, hein, honnêtement. Alors, ils ont 2-3 très bons joueurs, style McAllister, style Slobozai, des joueurs comme ça, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont en fin de Diaz, etc., mais en fin de vie, on va dire. Hein. Mo Salah, je pense pas qu'il refasse encore même pas une très bonne saison. Je pense que c'est un peu la dernière là qu'il est en train de vivre. Ils n'ont pas vraiment de super numéro 9.
Donc à gauche, ils ont Diaz, que je trouve vraiment très bon. Au milieu de terrain, ils ont quelques bons jeunes, c'est vrai, mais c'est pas des super joueurs. Et ils ont effectivement Slobozai et McAllister qui sont quand même des très bons joueurs, ça on a beau dire. En défense, ils ont Konaté qui est vraiment très fort. Après Van Dijk, je trouve aussi qu'il est un petit peu sur la fin, mais bon, après tout le monde pense que c'est un grand défenseur. Il a fait une bonne saison pour moi dans sa carrière, donc bon, voilà. Après le reste, c'est moyennasse quoi, c'est plutôt bon, mais c'est pas non plus fou. Et puis ils ont des latéraux qui sont vraiment en fin de vie. Donc, très clairement Robertson et notre ami comment il s'appelle, notre ami Alexander Arnold. Bon là ils sont jeunes, hein. Enfin en tous les cas Alexander Arnold est jeune, mais je suis pas, voilà, c'est pas foufou je trouve. Et Alisson, je trouve qu'il est très souvent blessé, et il est beaucoup moins serein qu'avant. Donc Liverpool, c'est pas un super effectif, honnêtement. Et donc je pense que le coach qui va prendre derrière Jürgen Klopp, il va c'est un petit peu comme les coachs qui ont pris derrière Ferguson, les coachs qui ont pris derrière Wenger, ou les coachs qui ont pris derrière Giroud, si on prend une échelle plus franco-française. Tu es obligé de t'effondrer derrière. C'est impossible en fait. Le coach a tellement une aura hallucinante que toi derrière t'arrives, ça va pas le faire quoi. Donc voilà, c'est pas fou quoi. Il y a le 9 uruguayen. Ouais, mais bon, c'est pas terrible, on est d'accord. Gakpo, Cotonou, c'est pas terrible. Konaté, je suis d'accord, c'est plutôt bon. Jones, c'est mignon, mais c'est pas fou. Jones, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis d'accord, mais c'est pas ouf quoi. Donc voilà, c'est pas un super effectif, je trouve. Mais bon, bref. Ah bon, pour toi c'est rédhibitoire? Moi je pense pas, il y a du niveau à Liverpool quand même, et ça dépend du coach qui viendra, il peut venir avec de bons joueurs aussi. Ouais, je sais pas. Je suis pas serein, je pense pas que l'année prochaine soit une bonne saison pour Liverpool, ni peut-être pendant 2 ans. En fait, pendant 2-3 ans, je les vois bien en transition, accrocher gentiment l'Europe entre la 6 et la 4, quoi, ou 3. Mais c'est tout. Ils rivaliseront plus du tout avec les très grands clubs pendant 2-3 ans. Après, est-ce qu'ils vont être intelligents comme ils l'ont été avec Klopp, c'est-à-dire lui donner 18 mois où les résultats sont pas terribles, mais laisser le temps de mettre sa patte, par exemple, à un De Zerbi. Et là, 18 mois après, peut-être que ça peut commencer à prendre. Mais si c'est pas le cas, s'ils sont exigeants tout de suite, ça va pas le faire. Mais bon. Écoute, on verra hein, au JCRM. Toi, tu penses que si, et tu dis ils seront encore pour la bataille pour le titre. On verra. J'espère, hein, parce que Liverpool, c'est plutôt un club que j'aime bien. Mais en Angleterre, si je dois en choisir un, en tous les cas, ce serait Liverpool. Donc j'espère, mais je suis pas sûr. Je trouve que l'effectif est pas terrible et je trouve qu'il surperforme. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il surperforme en ce moment, je trouve. C'est pas... Bref. Enfin, en tous les cas, Xabi Alonso a décidé de pas aller à Liverpool et c'est plutôt une très bonne idée parce que reprendre, après une saison de coaching où tu as fait des trucs extraordinaires avec le Bayer Leverkusen, reprendre Liverpool en se disant que tu vas vivre un deuxième miracle, c'est-à-dire faire mieux que Jürgen Klopp ou en tous les cas aussi bien, ça, je crois que là, c'est pas... Là, faut aller à Saint-Pierre de Rome. Hein. En plus, c'est Pâques, faut en profiter, faut déposer un cierge et se dire, bon, bah, là, je demande un miracle. Par contre, je vois pas qui va vouloir entraîner Liverpool. Il n'y a pas grand monde sur le marché de libre et de bon. Je suis d'accord. Mais je pense que De Zerbi est vraiment l'entraîneur. Et ouais, De Zerbi est vraiment l'entraîneur typique pour Liverpool, mais il faut qu'il ait du temps. Il faut vraiment lui laisser du temps parce que De Zerbi, il fait pas des révolutions comme ça en 6 mois et je te dis, je pense que l'effectif doit être revu pour jouer à la De Zerbi. Mais bon, bref, on verra bien. On verra bien. Voilà, en tous les cas, le Bayern a lâché prise. Ça faisait 10 ans, je crois, que Dortmund n'avait pas gagné à l'Allianz Arena, en championnat, en tous les cas. Parce que je crois que la dernière fois qu'ils avaient gagné, c'était en coupe d'Allemagne. Donc c'est quand même une vraie passation de témoins, de flambeaux en Bundesliga. Le Bayern est vraiment définitivement en fin de cycle. Paulo Breitner appelle ça le Zuber Bayern. Le Zuber Bayern, c'était un Bayern qui était hors norme, hein, gagner 11 titres d'affilée, être en demi-finale de Ligue des Champions pendant je sais plus combien, 5 ou 6 ans d'affilée, gagner des Ligues des Champions, 2 Ligues des Champions en 6 ans, etc. etc. Bon, c'était un Bayern qui est
hors norme, et même le Bayern n'avait jamais été comme ça avant, hein. Il faut bien savoir que ces 11 dernières années, le Bayern Munich a fait des prestations que le Bayern Munich n'a jamais fait avant. Donc c'était anormal aussi ce qui se passait avec le Bayern. Donc voilà, ils n'ont jamais été aussi dominants, et en Europe et en Champions League, et en championnat, excepté peut-être quand ils ont fait le triplé, je crois que c'est 72, 73, 74. Mais ça, c'était un autre temps, et c'est un Bayern qui a duré 3-4 ans, et qui après s'est fait challenger par les très gros clubs allemands de l'époque, c'est-à-dire Mönchengladbach, des clubs comme ça. Donc c'était Dortmund, Stuttgart, etc., tous les très gros clubs allemands, que maintenant sont la plupart en deuxième division, mais qui sont en fait des énormissimes clubs qui à l'époque challengeaient énormément, très fortement le Bayern, hein, sur la scène nationale et internationale, hein, parce qu'ils ont gagné aussi des Coupes d'Europe et tous ces clubs-là. Donc voilà, donc ce qu'a fait le Bayern ces 11 dernières années est anormal dans son histoire et dans l'histoire du foot allemand, etc. Et donc le Zuber Bayern est mort. Et c'est vrai que Polo Breitner, qui est donc le chroniqueur des Drôles de Dames sur RMC, dit, parce que bon, c'est pas vraiment Polo Breitner, hein, voilà. Et donc effectivement, il le dit, le Super Bayern est mort, et c'est vrai que c'est pas normal ce qui s'est passé. Donc c'est la réalité. Un Mota à Liverpool serait top, car lui, prendre un top club italien, j'ai peur qu'il soit trop attendu, du coup Liverpool, ça pourrait être une solution. Non, je suis pas d'accord au JCRM. Je veux Thiago Motta au Milan, donc non, il est très bien au Milan. Il faut qu'il vienne au Milan, c'est très bien. Donc voilà. Ouais. Moi j'aimerais bien soit des Zerbi, soit Thiago Motta. Si on doit changer Pioli, je parlais de Pioli, parce que là il se dit qu'il partirait en fin de saison, etc. Moi j'avoue que je voudrais Thiago Motta ou des Zerbi, l'un ou l'autre, mais en tous les cas un coach italien. En plus avec une belle culture de jeu, un peu comme Pioli, donc voilà, on verra. Un retour d'Allegri au Milan, non, ça va aller, c'est gentil, merci. Non, en plus il nous aime pas, il nous aime plus. C'est un peu comme Pirlo. C'est des gens, ils partent du Milan, on leur a tout donné, puis voilà, après ils oublient. Et ouais, c'est comme ça. Donc, non, très bien. Je veux plus de Pirlo, je veux plus d'Allegri. Plus jamais tu reviens à Locatelli, c'est la même chose. Plus jamais tu reviens dans notre club. C'est terminé, ça. C'est fini. Tu peux partir du Milan et revenir, mais il faut pas que, entre les deux, tu nous dises, de toute façon, la Juve, ça a toujours été mon club de cœur. Ouais, c'est bon, ça va. Donc, voilà. Surtout pour Pirlo. Hein. T'es rien du tout sans le Milan, hein, parce que bon, gagner je sais pas combien de fois, 6 fois le championnat dans une Serie A des années 2010 éclatée au sol, ça veut rien dire. En revanche, gagner 3 Coupes d'Europe, c'est peut-être un peu différent, je pense, à mon avis. Mais bon, après, c'est comme ça. En parlant du Milan, il s'éclate en après-match, Giroud. Vive les Sofitel. Oui, apparemment, effectivement, il y a eu une soirée un peu bizarre avec, d'ailleurs, que des Français, je crois. Hein. Je crois qu'il y avait Théo, il y avait Giroud, et je me demande s'il y avait Maignan. Mais en tous les cas, il y avait Théo et Giroud, ça c'est sûr. Et ils ont fait une soirée ballon. Vous savez, ces ballons avec le gaz hilarant, là. Et je sais plus quoi. Ah, Pavard, voilà, Pavard, le troisième. En tout cas, c'était un Français, 2000 ans aussi, mais de l'Inter, celui-là. donc voilà. Effectivement, ils ont fait une soirée ballon, et puis bon, bref, c'est parti un petit peu en cacahuète. Ouais, écoute, hein, oui, c'est vrai que effectivement, Giroud, c'est plutôt le mec... mais des fois, il pète les plombs, hein, Giroud. Hein. Quand il était à Arsenal, il avait été attrapé par des paparazzis avec une jeune fille dans sa chambre. Et on sait qu'il est très 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 pratiquant catholique, Giroud. Donc bon, ça avait fait désordre, hein, il est toujours avec sa femme, hein, c'est toujours la même de l'époque.
Et là, soirée ballon. Bon, bah, écoute, ouais, c'est vrai que c'est un peu surprenant de sa personnalité, un professionnel vraiment irréprochable et tout. Mais bon. Les policiers ont dû intervenir à 6h du matin car les gens lambda qui étaient se sont plaints du bruit. Ouais, les gars étaient défoncés, quoi. En gros, hein, ils faisaient n'importe quoi. Donc, bref. Enfin. Voilà, écoutez, on va se terminer sur le Zuber Bayern qui s'éteint et les soirées ballons de Giroud et Théo Hernandez. Et puis, bon, Théo Hernandez, ça me surprend moins, hein, quand même, hein, même si maintenant il est marié, papa, etc., avec Zoé. Mais Zoé Christofoli, je crois. C'est le moment people de Buonasera Calcio. Mais voilà, on va se terminer, on va se laisser là-dessus. La semaine prochaine, on continue. Et puis après, en plus, il y a la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe en tous les cas, qui revient la semaine suivante. Cette semaine, il y a des journées de championnat dans la semaine. En particulier en Angleterre, ça peut aussi décider un petit peu le titre là entre mardi, mercredi et jeudi. Donc c'est plutôt pas mal. On aura pas mal de choses à se dire lundi prochain. Merci en tous les cas d'avoir été présent encore en direct, soit sur Twitch, soit sur YouTube, hein, parce que vous savez que maintenant on retransmet en direct sur les deux en même temps. Et puis si en revanche là à l'heure actuelle vous êtes en train de m'écouter en podcast, c'est très très gentil de le faire, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et puis bien sûr n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.